À tous les trois. Écoutez ce que disait tout à l'heure Emmanuel Macron à Londres. Et dans un instant, c'est Éric Ciotti qui nous rejoint. La monarchie britannique devint alors le refuge de la République française. Alors l'Angleterre décidait d'abriter la France. C'est d'ici que De Gaulle a pu appeler les Français à la résistance, les soldats de l'ombre. Parce qu'il y a 80 ans, jour pour jour, le 18 juin 1940, le Royaume-Uni a tendu à la France libre sa première arme, un micro de la BBC. Voilà, c'était Emmanuel Macron donc, qui commémorait l'appel du 18 juin. Merci Éric Ciotti de nous avoir rejoints. Vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes, rapporteur général de la commission d'enquête sur la gestion de la crise du coronavirus à l'Assemblée. Bon, on a entendu pas mal de gens se réclamer de De Gaulle aujourd'hui, et notamment des candidats à la présidentielle ou des candidats potentiels à la présidentielle. Mais vous, chez Les Républicains, finalement vous êtes passé inaperçu dans cette journée de commémoration. Peut-être parce que ces récupérations sont un peu indécentes. Je crois qu'on n'a pas besoin, nous, de dire que nous sommes gaullistes. C'est notre famille. Tous les Français peuvent se revendiquer de De Gaulle. De Gaulle, c'était le rassemblement, c'était la nation. Donc je vois ces démarches très politiciennes de gens qui, par le passé ou par leur action présente, sont très exactement le contraire de ce que le général de Gaulle a fait pour la France. Quand Marine Le Pen va à l'Île-de-Saint, vous dites non, c'est une récupération? C'est un geste politique, c'est un coup de communication. Et quand Emmanuel Macron va à Londres, il est président, mais pour vous... Le président de la République est dans son rôle. Le 18 juin est un moment de commémoration nationale. Que le président de la République commémore la geste gaullienne, 80 ans de l'appel du général de Gaulle du 18 juin, de cette poignée d'hommes qui autour de lui ont redonné son honneur à notre pays, à notre nation, ont fait que quelques années plus tard, on a pu être à la table des vainqueurs grâce à la vision du général de Gaulle, grâce au courage de ces hommes. Donc bien sûr, il faut cet hommage. Après, voilà, il faut regarder l'histoire. Certains réécrivent l'histoire. Je crois que nous, on a peut-être un peu moins besoin que d'autres de le faire, parce que lorsque le général de Gaulle était au pouvoir, ceux qui lui rendent hommage aujourd'hui, je m'en réjouis, parce que ça veut dire que nous avions peut-être eu raison avant les autres. Ils étaient dans un combat, y compris certains par les armes contre le général de Gaulle. Ne l'oublions pas. Oui, vous pensez aux gens de l'OAS, en l'occurrence, sur la guerre d'Algérie. On évoque aussi les situations de violence de cette semaine à Dijon. Votre parti, s'il était au pouvoir, qu'est-ce qu'il aurait fait? Parce que c'est évidemment des critiques très, très, très claires à faire aujourd'hui. On en a parlé tout à l'heure. À la fois de la violence, à la fois une médiation faite par des groupes et pas devant des institutions républicaines. Mais vous auriez fait quoi de différent au-delà de la critique? D'abord, je crois qu'on n'aurait pas libéré ou fait en sorte qu'il y ait 15 000 détenus de moins dans nos prisons. Parce que s'il y a ce déchaînement de violence, et qui malheureusement, je le crains, ne va pas s'arrêter... Là, vous dites qu'à Dijon, il y a eu d'anciens détenus? En tout cas, la violence dans les quartiers, la résurgence du trafic de drogue, elle se nourrit aussi de ces libérations prématurées qui sont intervenues depuis le 1er mars. Il faut savoir qu'en France... Pour le Covid, expliquez, rappelez que c'était pour... Depuis le 1er mars, il y a 15 000 détenus en moins dans nos prisons. Oui, pourquoi? Parce qu'il fallait vider les prisons pour qu'il n'y ait pas trop de contamination. En tout cas, c'est l'interprétation du gouvernement c'était que la je décision. ne partage pas et que j'ai combattu à l'Assemblée nationale. Oui. Qu'est-ce que nous aurions fait d'autre? Nous n'aurions pas donné aussi massivement l'asile à des gens qui détournent cette procédure noble. Nous avons, l'année dernière, sous la présidence Macron, franchi le record historique pour la France, 132 000 demandeurs d'asile. Il faut savoir que la plupart de ces demandeurs d'asile, enfin presque les 2 tiers, sont des faux demandeurs d'asile et qu'ils vont rester en France et ils vont ne jamais être expulsés. Vous savez, à Nice, dans ma circonscription, on a connu les mêmes violences. Il y a eu 5 blessés graves. Les policiers me disaient, la plupart des protagonistes sont des demandeurs d'asile. Donc, non seulement, première mesure, ne pas les laisser rentrer aussi naïvement, et surtout,
expulser, ça a été dit, mais faisons-le, ceux qui viennent en France et qui causent des troubles en France. Donc il y a 2 mesures très simples, il faut du courage, il faut de la volonté, et ensuite il faut remettre de l'ordre dans certains quartiers, parce que la loi républicaine n'est pas appliquée. Vous savez, on est face à quoi? On est face à la situation qu'a décrite Gérard Collomb quand il a quitté la place Beauvau. C'était son meilleur discours. J'aurais préféré qu'il fasse en arrivant et qu'il mette ses actes en parole avec en conformité avec ses paroles. Le face-à-face et la France livrer certains quartiers aux islamistes, parce que là aussi c'est le problème, et aux narcotrafiquants. Et vous avez raison, quand je vois qu'on règle cette affaire, c'est pas la loi qui règle cette affaire. C'est pas l'autorité républicaine qui sanctionne des gens qui ont brandi des kalachnikovs dans la rue. C'est une image inédite. Je crois que ça sera une rupture dans notre pays, ces images. On le règle autour d'une table, dans une mosquée, sous une forme de tribunal coranique. C'est ahurissant. Voilà, il y a d'un côté le trafic de drogue derrière tout ça, la montée du communautarisme islamiste, une immigration qui est devenue incontrôlée et la violence qu'on ne sanctionne pas. Et face à tout ça, on a des policiers que le ministre de l'Intérieur, la semaine dernière, a lâchés. Voilà. C'est ça la réalité. Donc moi je n'aurais pas lâché les policiers la semaine dernière. On aurait sur le régalien, il faut quand même sur la capacité à protéger nos concitoyens, à protéger notre pays. On voit que ce pouvoir a été Vous savez bien incapable. Ce qu'auraient dit des opposants politiques aujourd'hui à vous, c'est que vous aviez supprimé un certain nombre de postes. C'est une vieille histoire. Il y avait à l'époque. Il nous reste que peu de temps parce que je voudrais qu'on parle de la commission d'enquête. Mais à l'époque, il y avait beaucoup plus de policiers sur le terrain et jamais Nicolas Sarkozy n'aurait lâché dans des circonstances analogues nos policiers. Il leur faisait confiance tout en étant exigeant, très exigeant sur l'éthique. La commission d'enquête sur le Covid, c'est quelque chose dont vous êtes rapporteur général. Il y a des auditions qui ont commencé depuis le début de la semaine, notamment le directeur général de la Santé, le président de Santé publique, un ancien président de Santé publique France, la directrice actuelle, etc., etc. Qu'est-ce que vous en tirez à cette heure-ci ? D'abord, nous avons bien travaillé et je me réjouis de la qualité du travail. Il y avait une inquiétude en disant est-ce que cette commission, contrairement aux autres à l'Assemblée nationale, va pouvoir travailler librement? Oui, on peut travailler librement et on a démontré avec la présidente Brigitte Bourguignon qu'on pouvait sereinement, efficacement poser les bonnes questions. Je m'en réjouis, on travaille en bonne intelligence, tous les groupes se sont exprimés, la parole n'est pas bridée, on peut auditionner qui on souhaite, donc je le dis, c'est un point positif et je m'en réjouis. Nous avons mis d'ores et déjà en exergue, je sors de ces auditions, elles ont eu lieu toute la journée, comme hier et comme avant-hier. Et il y en aura la semaine prochaine, et il y en aura après. On auditionnera professeur Raoult, on auditionnera après les élections municipales tous les ministres, dont Agnès Buzyn le 30 juin. Qu'est-ce qu'on a mesuré? On a mesuré d'abord que sur les masques, qui est une des causes qui a généré l'aggravation de la crise. Le professeur Delfrécy nous a dit ce matin, le confinement n'était pas la bonne décision, mais c'était la seule parce que nous n'avions pas les équipements. Nous n'avions pas les équipements suffisants en masques, en tests. Nous n'avons pas suivi la même stratégie que les pays qui avaient tous ces équipements de protection, l'isolement, les lits de réanimation. Eh bien, on a vu que sur les tests, on était extraordinairement démunis malgré les alertes. Hier, l'ancien directeur général de Santé publique France, Santé publique France, c'est l'organisme qui doit acheter les masques. Il nous dit quoi? Il nous dit, j'avais une expertise de scientifiques qui disait il faut 1 milliard de masques en France. Et il reçoit une consigne d'en acheter 100 millions. Voilà. Il nous dit également qu'il a fait expertiser le stock, que sur ceux qui existaient, il y en avait 600 millions, ils étaient quasiment tous périmés. Et il demande des instructions à son ministre, au ministère, à la Direction générale de la Santé. Et là, on n'en commande que 50 millions. Et ce qui fait en 2 fois, ce qui fait qu'en janvier 2020, quand la crise commence, on n'a que 100 millions de masques. Vous êtes optimiste sur la suite des travaux? Vous pensez qu'on va arriver à quelque chose qui nous aidera à comprendre ce qui s'est passé? Moi, pour conclure, il faut savoir ce qui s'est passé, il faut faire des propositions. C'est la dernière question que j'ai posée ce soir. On a eu la chef du service de réanimation de Bichat, qui est dans le comité scientifique, qui nous a dit aussi, par exemple, que ces 10 000 respirateurs qu'Emmanuel Macron avait annoncés ne servaient à rien, qu'ils n'étaient pas adaptés, que ce n'était pas ceux dont ils avaient besoin. Donc sur les tests, sur les respirateurs,
On a avancé cette semaine. Et on a eu aussi ce pronostic assez inquiétant du comité scientifique qui craint qu'il y ait une deuxième vague à l'automne. Et il nous a dit qu'il faut être prêt le 6 septembre. Eh bien, nous, on va travailler pour faire des propositions pour être prêt si par malheur, ça se reproduit. Merci beaucoup Éric Ciotti, c'est le 20h politique tout de suite avec Alain Marchal.